National, c'est le moment d'Écosphère et nous avons l'avantage et le plaisir de recevoir encore une fois professeur Mohamed Delouedi pour parler d'intelligence artificielle, pour qu'il nous raconte une histoire. Comme étant fan de Michel Fugain, je dirais c'est un beau moment, c'est une belle histoire. Et là, il va nous raconter l'histoire de l'intelligence artificielle, pas uniquement l'histoire, mais le présent et l'avenir. Et puis, nous venons d'écouter Eartha Kitt, qui est en train toujours de chercher son mari. J'espère qu'elle va son homme. J'espère qu'elle l'a trouvé entre-temps. Mohamed Louedi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir chers auditeurs de RTCI, bonsoir Simon. Alors, est-ce que vous pensez que ça y est, Eartha Kitt a trouvé son bonhomme ou non? Je sais pas, franchement, vu qu'elle le Oui, chante encore. mais en tout cas, voilà. Nous allons parler, comme je viens de l'indiquer, d'intelligence artificielle encore une fois. Et puis, plutôt commencer par le commencement, Mohamed Louedi, puisque, d'après vous, enfin, d'après la science, les premiers symboles chiffrés semblent dater depuis très longtemps. Depuis que l'humain a commencé à posséder, et ça remonte à l'homme de la caverne, mais je ne vais pas remonter aussi loin parce que ce n'est pas très intéressant, mais je remonterai peut-être à 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque égyptienne, pré-dynastique, lorsque les Égyptiens s'étaient rendus compte qu'il fallait compter la nourriture que les esclaves qui bâtissaient les pyramides mangeaient. Comme les esclaves ne mangeaient pas assez, ils s'étaient rendus compte que certains se levaient la nuit et allaient piocher dans les cuisines. Et donc, il leur était venu l'idée de comptabiliser la nourriture. Pour Ils ne le faisaient pas avant, hein. Ils ne le faisaient pas avant parce que tout était abondant. Mais les esclaves étant nombreux, la nourriture qui disparaissait la nuit se chiffrait. Elle était assez conséquente. Et donc, ils s'étaient échinés à trouver une manière de compter les conteneurs, parce qu'il y avait de grandes cuves qui étaient pleines de pois chiches et de nourriture que les esclaves, dont les esclaves raffolaient. Et ce qu'ils avaient trouvé, c'est d'utiliser les symboles préexistants, et l'un d'eux était ce que nous appelons aujourd'hui l'œil d'Horus. Horus, le dieu qui était l'enfant d'Isis et d'Osiris, frère et sœur s'il en est, mais ça c'est leur histoire de famille, et qui avait le talent, tant prisé par les humains, de voir l'invisible, et de voir dans le futur, et de voir dans l'absent, et de voir dans le passé. Et donc, il avait un œil extrêmement puissant, et si bien que c'est l'œil que nous utilisons aujourd'hui pour décorer. Si vous allez dans le Louvre, et si vous cherchez, chers auditeurs, sur Google maintenant, l'œil d'Horus, vous allez le voir. L'œil d'Horus. Horus, H-O-R-U-S. Oui. L'œil d'un dieu, l'œil qui voit tout. Et cet œil est composé de fragments. Des fragments pour le sourcil, des fragments pour les cils. Et ils avaient utilisé ces fragments-là, chacun, pour signifier un quotient. Et donc, c'est-à-dire une part. Une part, le cil supérieur était un huitième, par exemple. Un huitième de cuve. Le cil d'en face, celui avec lequel où l'iris, c'était un demi. Et donc, pour signifier une quantité, ils avaient qu'assommer. Alors, les gens, quand ils étaient venus voir les hiéroglyphes sur les murs, ils voyaient ces ensembles de figures, de segments. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Sauf que si on met le cil de dessus et celui d'à côté, c'est un huitième plus une moitié. On aura compris que ça veut dire que la cuve est remplie à telle hauteur. Et ils avaient donc utilisé ces symboles-là pour mesurer la quantité qui restait dans une cuve. Fait notable, c'est que si on prend la totalité, alors c'est un huitième, une moitié, c'est un quart, un 16e et un 32e, un 64e. Et si on fait le total, on tombe sur 63, 64e. Ce n'est même pas l'unité. Et d'où peut-être on aurait dit plus tard que El Kamel ou l'Eleh, ils avaient peur de l'unité et ils avaient pris garde de ne pas arriver à l'unité. Et donc il manquait toujours quelque chose à la cuve où il y avait de la nourriture. Et c'est comme ça que les chiffres et les symboles étaient nés. En Égypte. Plus tard, beaucoup plus tard, nous avons assisté à ce que moi j'aime appeler
le premier système d'information de l'histoire de l'humanité. Le Ça se système situe- d'information, mais on n'utilisait pas ce terme, bien évidemment. Bien à cette évidemment, époque. non. Non, déplaise, non. Mais c'est sous le règne de Hammurabi et d'autres, en fait. Avant Hammurabi, il y en avait d'autres, mais j'aime prendre l'exemple de Hammurabi, quoi, qu'il y ait eu d'autres rois avant lui, en Mésopotamie ancienne, vers 1750, 1792 avant Jésus-Christ, voire même 2050 avant Jésus-Christ. Et là, surtout Hammurabi, il s'était mis en tête de tout comptabiliser dans son empire. Et il avait appelé, c'est la manière dont j'aime raconter cette histoire, il avait appelé son vizir, comme on dit, il l'avait sommé de comptabiliser tout ce qui se vendait, tout ce qui s'achetait dans son empire. Alors il dit, pour chaque vente, tu vas me dire ce qui est vendu et acheté, le nom de l'acheteur, le nom du vendeur, l'objet en vente ou en achat, et le montant. Petit hic, le vizir a dit, mais nous n'avons pas encore de papier, nous sommes en guerre avec l'Égypte qui nous produit le papyrus, où veux-tu que j'écrive? Et c'est là que Hammurabi s'était fâché, il lui a dit, moi je suis le roi, moi je te dis le quoi, et toi tu trouves le comment. Et c'est là que le leadership est né, distinction que nous avons peine à faire jusqu'à nos jours, le quoi et le comment, ce qui nous amènera plus tard à l'intelligence artificielle, qui pour moi est un comment, qui est à la recherche d'un quoi. Eh bien, il a commencé à écrire sur les omoplates, sur les os, sur les pierres. Et chaque fois qu'il y avait une vente ou une achat, il la transcrivait. Jusqu'au jour où quelqu'un lui a dit, mais pourquoi fais-tu ça? Et il lui a dit, parce que quelqu'un m'a dit que un jour, mon empire, comme ceux qui m'avaient précédé, disparaîtrait. Il a dit alors, et il m'a dit que tant qu'il y a des activités économiques dans ton empire, tout ira bien. Et donc tu n'as qu'à mesurer les activités économiques. C'est donc pour Hammurabi, seul le chiffre final comptait, pas les détails. Mais si Il s'embarrassait pas de détails, lui. pas les détails, c'était la somme. Mais si on pense bien, la manière dont il avait articulé sa demande, pour chaque vente, je veux l'objet en vente, le nom de l'acheteur, le nom du vendeur, en fait, il parlait d'une base de données. Nous sommes en train de parler de champs ici. En fait, il avait en tête une feuille Excel ou un chiffrier, Oui. sauf qu'il ne l'avait pas, lui, le chiffrier encore, mais il avait en tête l'objet. Et c'est là que j'aime assimiler cela à un système d'information structuré, où nous avons, pour chaque opération. pour chaque occurrence, pour chaque opération, chaque opération de vente ou d'achat. Et finalement, nous nous rendons compte, on voyait les choses de loin, que si on prend la somme totale des transactions, des activités économiques qui ont lieu dans un empire comme le sien, en fait, nous sommes en train de parler de produit national brut. Et celui qui l'avait conseillé lui a dit... 2000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans et plus avant Jésus-Christ, il a dit, tu prends le total de chaque année, tu le compares à l'année précédente. Si c'est supérieur, c'est bon. Tu es en pleine croissance. Si c'est inférieur, c'est que c'est le début de la fin. Si tu continues comme ça, tu vas périr. Tu risques, Et c'est comme ça. tu risques gros. Et puis, il a fait d'autres choses, Hammurabi. Au début du siècle dernier, en 1902, ils ont trouvé une stèle à Suse, une ville qu'on appelle Suse, à la frontière de l'Irak et l'Iran actuel, qui faisait partie de Babylone de l'époque. Une stèle qui ressemble à une... Il y avait des inscriptions et les gens ont commencé à se demander ce que ça... Et c'était le fameux code de Hammurabi. Et dans ce code de Hammurabi, il y a les règles qui régissaient l'Empire. Des règles juridiques, des règles de contrat, des règles de disputes familiales, des règles de disputes entre voisins. Et il s'est rendu compte que chaque fois qu'on lui amenait un problème, en fait, il l'avait déjà vu. Il s'est dit, je vais transcrire tout ça, je vais demander à mon vizir comment faire. Que chaque fois qu'il y a un divorce, chaque fois qu'il y a un meurtre, chaque fois qu'il y a un vol, qu'est-ce qu'on fait? Et il est né, le code de Hammurabi. Si un exemple, si un homme tue un homme, il sera tué. Et avant lui, il y avait un autre code, le code de Ur-Nammu, 300 ans avant cela, qui en fait punissait les gens par les amendes monétaires. Mm-hmm. Mais Hammurabi punissait les gens par le châtiment capital. Final. Et donc il tuait. Et il y avait 284 clauses comme ça. Et puis je l'ai vu. Je suis allé au Louvre et c'est là qu'on peut trouver la stèle du code de Hammurabi avec des règles de 184. Elle est exposée au Louvre. Exposée au Louvre, évidemment. Et c'est là qu'on trouve les règles, n'est-ce pas? Si, ceci, donc cela.
Et pour moi, ça, c'est le premier programme informatique. Ah, c'est carrément... C'est si, alors, sinon, enfin si. Oui. On appelle ça les règles casuistiques, c'est au cas où, etc. Casuistique. Et donc, nous avons la première base de données, le premier programme. En fait, c'est les deux éléments, les deux piliers de ce que nous appelons aujourd'hui informatique et de ce qui a généré ce que Donc, l'informatique un système d'information et un programme. Une base de données. Des données, et quoi faire de ces données, qui est le programme. Et après, nous allons faire un petit saut, si vous permettez, pour atterrir encore en Mésopotamie, à Bagdad, encore, au IXe siècle, où nous allons trouver M. Khwarizmi, Ibn Moussa, Le fameux algorithme. qui lui a continué avec si, alors, Ida, etc. Et on trouve des traces, des algorithmes de Khwarizmi. Et c'est lui qui a donné son nom à l'algorithme, n'en déplaise à certains. Oui. Et il a résolu toutes les équations de second degré, les croix quadratiques, et tout. On peut vérifier, on cherche sur Google, et on va les trouver. Écrits encore à la main, en forme vectorielle, mais on peut les faire lire par une intelligence artificielle pour rendre les choses un peu plus lisibles en caractère de notre époque. Et donc, si alors, ça continue, ça a continué. Et 1841, on tombe sur une femme qui s'appelle Ada Lovelace, qui nous a inspiré pour appeler le langage de programmation Ada. Et Ada Lovelace, c'est la fille de Lord Byron, et elle a continué à faire les algorithmes que M. Khwarizmi avait introduits, mais qu'elle présentait d'une autre manière. Juste après, à l'époque de Khwarizmi, Haroun al-Rachid avait offert une horloge d'eau à Charlemagne. C'est pas celle que tu as dans ta main. Non, pas celle-là. L'autre est beaucoup plus sophistiquée. C'est spectaculaire la manière dont elle fonctionne. C'est une horloge d'eau avec 12 chevaliers qui sortent. Il y a les 12 heures. Et chaque heure, il y a une boule qui tombe dans de l'eau et qui déclenche un chevalier qui sort. Et puis une fois les 12 chevaliers sortis, on refait tout ça. Et puis ça marchait de la même manière le jour et la nuit. Il était comme hiver. C'était impressionnant, je crois que si impressionnant que la cour de Charlemagne croyait qu'il y avait un diable dedans. Carrément. Que c'était pas possible, qu'il y avait quelque chose. Et la nuit, un des conseillers de Charlemagne, s'était faufilé dans la pièce où on cachait il lui avait pas offert qu'une horloge, en fait. Il lui avait offert un éléphant blanc, un magnum en cristal pour servir, un bon nombre de cadeaux qui étaient assez impressionnants. Oui. Parce qu'ils se partageaient des côtés de Byzantine, il y avait l'empire des Arabes et il y avait les Francs. Et s'était faufilé dans la pièce pour voir un peu, pour l'ouvrir et lâcher le diable, pour convaincre Charlemagne que l'autre essayait de l'ensorceler. Il n'a pas trouvé de diable, et en fait il avait déréglé l'horloge, qui s'était mise à ne plus fonctionner correctement, et Charlemagne s'en était rendu compte, et il lui a reproché, il a dit « Honte à toi, que vais-je dire à mon ami ?» Il va croire que j'étais un parental. Il lui a dit, il a dit, essaye de trouver quelqu'un qui va me la réparer, dans tout l'Empire. Ils ont réparer la montre. L'horloge. Et puis est sortie cette fameuse phrase, nous ne pouvons pas, c'est un travail d'arabe. Et à l'époque, un travail d'arabe, c'était pas du tout péjoratif. C'est vraiment le contraire, Mohamed Louedi. C'était le contraire de ce qu'on raconte aujourd'hui à propos du travail arabe. Exactement. Et donc, Haroun al-Rachid avait eu vent de la mésaventure. Il lui avait offert de la lui réparer. Il lui a envoyé ses horlogers pour la réparer. En même temps, toujours à Beit al-Hakma, il y avait 3 frères, Abul Hassan, Mohammed et Ahmed, qui étaient férus d'objets, qui voulaient faire animer. Ils voulaient donner vie à des objets. Les robots, peut-être. Nous les appelons les robots. Automates. Automates, puis robots, puis androïdes, puis humanoïdes. Ce sont les frères Ben Moussa. Ibn Moussa, Ibn Shakir. Et qui passaient leur temps comme je crois qu'ils passaient le plus clair de leur temps à confectionner des statues qui servaient du thé, par exemple. Ou qui vous nous en avez parlé déjà, oui. Oui. Et puis, alors évidemment, elles avaient traversé et puis elles avaient atterri en Suisse, et pour deviner après ce qu'il en était devenu.
3 siècles plus tard, Ibn al-Jazari avait écrit son livre كتاب الهندسة والحيل الحيل الهندسية. كتاب معرفة الحيل الهندسية. حيل, c'était le premier nom à Beit al-Hikma qu'on imputait à l'handasa. Le mot handasa n'existait pas. C'était plutôt al-hila. Al-hiyal ou al-hila. Al-hila. En fait, même les frères Ibn Shaki, ils avaient écrit un livre, Kitab al-Hiyal. Kitab al-Hiyal. 3 siècles plus tard, le mot handasa avait vu le jour et nous avons commencé à parler de handasa. Et on traversait la Méditerranée encore une fois. C'est en Suisse qu'ils ont commencé à être férus d'horloges et d'automates aussi. Un certain archevêque de Falkenstein avait mis toute sa fortune, en fait, à concocter des automates. Il avait même fait toute une ville de petits objets qui bougeaient, du petit coq qui commençait la journée jusqu'à la fin de la journée avec le soleil qui se couchait, etc. Toute une ville faite d'automates qui bougeaient automatiquement. C'était quel siècle, Mohamed Louidi ? C'était le 15e, 16e 15e siècle. Avec les roues dentées, dont les schémas étaient dans le livre de Al-Jazari. Les premières roues dentées étaient dans ce livre-là, esquissées à la main, évidemment, avec et il y avait les roues dentées, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le clockwork, qui sont en tôlerie. Et en fait, si on voit les roues dentées, c'est une forme matérialisée du si alors. Donc si elle tourne ce sens-là, c'est le si. Alors ça déclenche tel mouvement. Quand on dit boucle en informatique, c'est pas trop loin du tour qu'une horloge fait autour de cette roue dentée, Et donc c'est ainsi que ça a commencé. On saute après jusqu'à... on est arrivé à 1842 grâce à Ada Lovelace. Oui. On saute un siècle plus tard. Notre siècle pour retrouver Alan Turing. Avant cela, on va retrouver un hommage à une dame. Encore une dame. Une dame, oui, dont je ne t'avais pas parlé, Eddie Lamar. Ah oui, Eddie Lamar, mais la belle actrice. Là. Très belle actrice. C'est incroyable. Alors une petite anecdote pour nos Je sais que tu es cinéphile, alors cinéphile. Profitons-en. Mon père aussi était cinéphile, alors il sortait à Ramadan, il y avait des films, et puis sa mère, ma fifi, lui disait où vas-tu, Nourdine? Et on dit je vais aller voir Heidi, et je reviens. dit Hedi qui? Hedi Lahmar. Les Tunisiens de l'époque appelaient Hedi Lamar, Hedi Lahmar, et c'est comme ça qu'ils disaient à leurs femmes aussi qu'ils allaient voir Hedi Lahmar. Et elle avait joué dans le film, pour ceux qui veulent aller voir le type de beauté dont nous sommes en train de parler, Samson et Dalila en 1946-48 avec Victor Mature. Oui. Et cette femme rentrée des plateaux, c'est elle qui a inventé le Wi-Fi. Croyez-le ou non. Oui, mais ça je l'ai lu. Et puis elle a esquissé un schéma logique de la carte électronique du signal Wi-Fi. Et c'était 9 ans avant que M. Alan Turing... En fait, Alan Turing était occupé ailleurs avec sa machine Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est en 1951 et c'est là qu'on associe Alan Turing à l'intelligence artificielle. Parce qu'avant, il n'y avait aucun rapport. En 1951, il a écrit cet article qui s'appelle The Imitation Game, mot qui a inspiré le nom du film du même titre, The Imitation Game. Et il a écrit un article et c'est la première phrase... Alors le film, Mohamed Louidi, l'Imitation Game, je ne connais pas. L'Imitation Game, c'est la vie d'Alan Turing et de la machine Enigma. C'est un documentaire ou c'est un film? C'est un film de fiction? Un vrai film, non, pas de fiction du tout, et qui nous explique les dessous de l'affaire de l'Enigma. Et c'est dramatique. Il faut absolument le voir. Il y a entre autres acteurs Keira Knightley, à elle seule, je crois que ça vaut la peine le déplacement. Ça vaut de se déplacer. Et puis c'est là qu'on comprend ce qui était arrivé à l'homme, au monsieur. Alors il a écrit cet article, The Imitation Game, qu'on a appelé après le test de Turing. Et dans la première phrase, il a posé une question à laquelle il n'a jamais répondu et qui nous bloque jusqu'à aujourd'hui. Can machines think? Can machines think? Can machines think? Est-ce que les machines peuvent penser? Personne avant lui n'avait associé les deux concepts, machine et think. Et à partir de là, on se dit, pourquoi pas? Et en 1956, 5 ans plus tard, John McCarthy, Herb Simon, Marvin Minsky et 7 autres scientifiques étaient
s'était reclus dans un collège qui s'appelle Dartmouth College pendant 8 semaines, 2 mois, en automne, juillet, août. Ils se sont dit, essayons de répondre à cette question. Et John McCarthy, qui était jaloux d'un autre chercheur qui s'appelle Norbert Wiener, qui avait inventé la cybernétique, et c'est lui, il a inventé la cybernétique. Moi, j'aimerais aussi inventer quelque chose. Tous deux étant de bien, MIT. c'est une jalousie qui... C'était la concurrence entre les chercheurs de MIT. Bon, ils étaient là, ils n'étaient pas là. Oui, ils n'étaient pas là en même temps, mais ils étaient à quelques bureaux. Et il s'est dit, Norbert Wiener a inventé la cybernétique. Je vais inventer quelque chose. Et il a inventé, enfin, il l'a pas inventé, mais c'est lui qui a concocté le terme intelligence artificielle. Même si ses collègues n'étaient pas d'accord. 1956. C'était en 1956 exactement. En 1957, ils ont 70 écrit. ans. Oui. Et 56, il y avait Herbert Simon, un de mes enseignants, parce que j'étais à Pittsburgh et j'ai rencontré le sûr. Oh, c'est magnifique. En 58, il a dit, moi, je vais inventer la machine qui va battre l'homme à l'échec. Et ça va se faire et ça va se faire dans les 10 ans. On a souri, là, je crois. On avait souri, mais il était sérieux. Parce qu'en 50, c'était en 57. Il a dit dans les 10 ans. Ça ne s'était pas réalisé dans les 10 ans. Ouais. Ça s'était réalisé 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. En 97. Il l'a vu, il a eu le prix Nobel. Et en 57, il a eu le prix Nobel d'économie. Il est mort en 2001. Mais c'est grâce à lui, en fait, que la machine a battu l'humain dans les jeux d'échecs. Kasparov, c'était le fameux... C'était le fameux match. C'était le nouveau Jésus-Christ, le premier. Et en fait, pour lui, c'était une façon de répondre à la question de Alan Turing, Can machines think? Et il dit oui, bien sûr, puisqu'elle joue aux échecs. Et là, c'était une première alerte au niveau planétaire, parce que les humains étaient à milieu de penser que la machine penserait. Et si elle a battu Kasparov... Elle n'imaginait pas que la machine pouvait penser, c'est ça? Non. Et Kasparov n'était pas n'importe qui. À l'époque, c'était quelqu'un qui jouait en même temps 197 parties. Et qui en même temps, il en a joué 25 parties, celle-là, elle est filmée. Il a fait une partie à Jérusalem, il a joué 25 parties en même temps, 4 heures debout. La vidéo est disponible, vous pouvez la chercher. Des 25 parties, il en a gagné 23. Il y avait, je crois qu'il en a... Non, il en a gagné 21 et 4 matchs nuls. Debout. Il n'a perdu aucun match. Aucun match. Même qu'il en a attrapé un ou deux à tricher. Parce qu'on le voit quand il fait le tour, ses adversaires... Il mémorisait déjà les... Non, c'était pas une question de mémoire. Après, on s'était rendu compte qu'en fait, quand il voit la disposition des pions n'avait pas de sens. Voilà. Quand on triche, il y a quelque chose, il dit, il n'y a aucun jeu qui mène à ça. Qui colle pas. Voilà. Ouais. Donc pour lui, c'est un agencement logique qui est dans sa tête. Il ne voit pas en fait les pièces, il voit une disposition des pions. Et donc ils avaient choisi, IBM avait choisi ce monsieur-là, à ce moment-là. Il s'est dit, si la machine va gagner l'homme, elle ferait bien de gagner celui-là. Et la machine, c'était une machine qui s'appelait Deep Blue, c'était le supercalculateur de... Et c'était en mai 97, où la partie s'était jouée en six mi-temps, je dirais, 6 mi-temps. La première partie, il l'a gagnée, car il a gagné, évidemment, les gens se disent, bon, évidemment, il va la gagner. Oui. La deuxième partie, il l'a perdue. La troisième était un match nul. La quatrième était un match nul. La cinquième était un match nul. Et le monde entier était suspendu à la 6e partie. Parce que ça, c'est le verdict. C'est le verdict final. Et évidemment, au coup de grâce, la machine gagne. Et là, silence total planétaire. Les gens s'étaient rendus compte qu'en fait, la machine avait passé son temps à apprendre la manière dont Carrie jouait. Comment il gagne, comment il perd. Maintenant, je sais, je perds le temps comme dans un match de football. Je sais que je vais gagner, je perds du temps jusqu'au coup de grâce. Et il perd. Alors les gens s'étaient mis évidemment à analyser ce qui s'était passé. Et s'étaient rendu compte qu'en fait, John McCarthy s'était trompé, que nous n'allons pas apprendre à la machine à penser comme l'homme, parce que la pensée elle-même est un calcul. Et calcul en anglais, ça veut dire compute. Compute. Et c'est le fort du computer. Et donc si la pensée est un calcul, ben, tu ne feras pas... grand poids devant une machine qui ne fait que ça, calculer.
Et il s'était rendu compte qu'en fait, cette machine-là, analysée en 97, c'est beaucoup plus maintenant, analysait 200 millions à 300 millions d'oppositions à la seconde. Aucun être humain n'est capable de cela. À l'époque, c'était faramineux. Hein. Et ça l'est encore plus maintenant. Ça l'est encore. Plus. Et que cette machine-là pouvait analyser jusqu'à 74 coups à l'avance. C'est-à-dire que je joue, j'analyse tout ce que tu pourrais jouer en réponse, et moi j'analyse tout ce que je pourrais répondre à tes réponses 74 fois. C'est-à-dire que cette machine peut jouer toute la partie jusqu'à la fin et avoir tous les scénarios et choisir le meilleur. Et donc il n'est pas possible qu'elle perde. L'être humain est le meilleur. Bobby Fischer à l'époque parlait de 20 positions, 20 jeux à l'avance. Bobby Fischer est américain, Kasparov est russe. Hein. Oui. Et maintenant, nous avons Magnus Carlsen, qui est le champion actuel. Bon, c'est pas le champion actuel, mais pour beaucoup, c'est le meilleur champion de tous les temps, qui lui parle de 2-3 mouvements à l'avance. Et si la machine de l'époque pouvait jouer 74 ou prévoir 74 coups à l'avance, c'est qu'il est impossible désormais qu'un être humain gagne la machine. Et donc maintenant, la pensée est un calcul. Comme Thomas Hobbes l'avait dit, d'ailleurs en 1655, une date que j'avais sautée, il l'avait dit, computatio sive logica. C'est-à-dire calcul, donc logique. Pour lui, la logique est un calcul. Et quand nous pensons, ou quand nous raisonnons, c'est encore mieux, nous sommes en train de calculer en fait. Et que la machine ne fait que ça, calculer. Et donc oui, la machine pense. Sauf qu'il y en a certains aujourd'hui qui ne sont pas d'accord, je suis parmi ceux-là. Je ne pense pas que la machine pense, du tout, de la manière dont l'humain, non. C'est de l'homomorphisme, c'est de la manière d'imputer à la machine des capacités humaines, dont l'hallucination par exemple, dont les sentiments, dont la conscience, et c'est là que je ne suis pas d'accord. Une machine ne peut pas halluciner, d'après vous, Mohamed Louedi. J'utiliserai un autre terme. Halluciner, c'est le propre de l'homme, H majuscule. Je dirais peut-être mentir, confabuler. Confabuler plutôt que mentir, parce que mentir, c'est encore... mentir, c'est encore humain. Un peu. C'est l'anthropomorphisme, c'est assimiler la machine à l'humain, et ça, c'est le grand piège. Auquel il faut vraiment faire attention. La machine ne pense pas, ne réfléchit pas, elle te donne l'illusion de le faire. La machine n'est pas sympathique, la machine ne t'aime pas, la machine ne te remercie pas, la machine ne t'est pas... Et pourtant, c'est moi qui l'ai créé, Mohamed Louedi. C'est toi qui l'as créé, mais tu n'es pas Dieu. Ah, ça c'est vrai. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas humaines. Nous sommes en train de créer des algorithmes et des calculs et des opérations qui se font tellement rapidement sur une telle masse de données que nous avons de loin l'impression que c'est du raisonnement. On ne parle même plus maintenant de pensée, on parle de raisonnement. Et les LLM, les chatbots, puisque maintenant il faut les chatbots, oui, que nous sommes en train d'utiliser, ils le disent en bas de l'écran, thinking ou reasoning. Mais ça, c'est des abus, en fait. J'aime citer Feynman, parce que même dans les années 50, il avait dit, c'est pas parce qu'un avion vole comme un oiseau que c'est un oiseau. Ah, ça c'est joli. C'est très joli. Et nous sommes en train encore d'essayer d'imiter un moineau quand il atterrit. Jusqu'à aujourd'hui, quand un avion atterrit, pas plus tard que l'autre fois, on atterrit, surtout avec les pilotes tunisiens, quand le pilote réussit son atterrissage, les gens applaudissent. Il y a des applaudissements, c'est vrai. On n'a jamais applaudi un moineau. Non. C'est la même chose pour le raisonnement. Alors le problème, c'est évidemment la réaction de l'être humain quand il pense que cette machine est en train de raisonner. En fait, ça va même dans le langage quand on dit réseau de neurones. Les neurones, c'est le propre de l'humain. En fait, tu peux me parler de réseau, d'accord, mais le réseau de neurones, c'est le propre de l'homme. Le propre de l'homme, on parlerait peut-être de paramètres. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est d'abord que nous fassions attention. Ce que j'essaie de dire ici maintenant, c'est que ce n'est pour le pas... présent et pour l'immédiat, oui. Pour l'immédiat, nous sommes en train de vivre des moments, parce que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que l'humain se trouve face à quelque chose qui risque de le battre dans son intelligence. Pas d'être plus intelligent que lui, il n'en est pas question. Et d'ailleurs, je reviens à la définition de Marvin Minsky, qui est même 10 ans après la définition de John McCarthy, il dit il n'y a pas d'intelligence artificielle. Non. Cette machine, elle résout des problèmes
que l'humain résout en utilisant son intelligence. J'aime beaucoup l'acrobatie dans les mots. Il n'est pas en train de dire que la machine est en train d'être intelligente. Non. Il dit qu'il résout des problèmes que l'humain résout en utilisant son intelligence. Il y a quand même une nuance. Il y a une nuance vraiment très très fine. Et je m'aligne du côté de Marlon Minsky. Il y a une nuance. Bon, alors maintenant nous avons l'impression qu'elle est plus intelligente que nous, et c'est la première fois que nous avons cette impression, et nous avons peur. Quand je dis nous, c'est pas nécessairement moi, mais l'humanité. C'est l'humanité entière. L'humanité, jusqu'à maintenant, et les Chinois, ça c'est des nouvelles d'hier, oui, qui parlent de l'effet Tchernobyl. Ah, carrément. Ça c'est hier, le 24. Nous sommes 24 juin, nous sommes le 25 juin. Alors c'est les nouvelles d'hier. Les Chinois, ils se sont dit maintenant avec la course entre Pékin, Beijing et Washington, on pourrait baisser nos gardes et oublier la sécurité. Et nous lancer dans une course qui pourrait en fait nous mener à une catastrophe du genre de Tchernobyl en 86 ou d'autres. Alors ils en parlent. Il y a un état de panique parce que c'est la première fois que nous avons affaire à quelque chose qui est en fait, ou un outil qui n'est pas comme les autres, réellement différent des autres. Ça c'est un fait. Et la manière dont c'est en train d'affecter les entreprises, parce que ça c'est mon dada, puisque je suis à l'ISG, c'est la gestion qui m'intéresse finalement, professionnellement parlant, quel est l'impact sur les entreprises. Et nous commençons à en voir quelques effets. Quelques effets. Et ces effets-là sont en train de toucher les derniers que nous aurions soupçonnés toucher, les générations Z. Oui. Et c'est la génération Z maintenant qui est en train de réagir d'une manière totalement inattendue. Parce que nous nous sommes toujours dit que les générations Z, c'est les connectés, c'est les high generation, mais en fait ce sont eux qui sont en train maintenant de tirer les sonnettes d'alarme. Paradoxalement. Alors, je vous ramène à un mois. Le 11 mai, c'était la cérémonie de remise de diplôme de Arizona State University. Il y en a une autre de University of Central Florida. Récemment, c'était Harvard. Et le premier à être choqué, c'était Eric Schmidt. C'était l'ancien PDG de Google qui était à Arizona State University et qui allait donner un discours classique genre la nouvelle révolution industrielle, c'est l'IA. Et alors, sitôt qu'il a dit cette phrase-là, qui s'est fait huer par toute l'Assemblée, composée carrément. Tous. Non, mais ne nous parlez pas d'IA. On s'est dit, bon, ça c'est peut-être Arizona State, c'est un phénomène isolé, mais dans l'University of Central Florida, c'était Gloria, c'était le vice-président d'une grosse entreprise, Sarvisky, et elle a subi le même sort. Le même traitement. Elle n'a même pas su comment finir son discours parce que c'était celui-là qu'elle avait préparé. Elle s'y attendait pas du tout. Du tout. Ronnie Ching, qui est le cinéaste chinois, il allait ouvrir le bal. Et lui, il a appris sa leçon à Harvard. Il a dit l'IA, c'est des foutaises. Bon, d'une manière un peu plus colorée en anglais. Oui. Il a dit, et là, ils ont applaudi. Il dit, je ne vais pas avoir le même déboire que Eric Schmidt ou que Gloria. Alors il dit, l'IA c'est des foutaises, et alors ils se sont mis debout, ils l'ont tous applaudi. Et là, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se faire voir, et on parle maintenant même de IA poisoning. Les générations Z qui quand même arrivent à trouver de l'emploi, oui. Parce qu'il y a une chute de recrutement chez eux de 16-20%. Hein, énorme. Depuis ChatGPT, oui, depuis novembre 2022. C'est les premières victimes à être frappées. Pourquoi ? Parce que quand on recrute un genou, un bleu, qu'est-ce qu'on lui donne comme tâche ? On appelle ça les tâches périphériques. Oui. Photocopie, compter les chèques, faire le total, etc. Un peu comme chez le mécanicien pour changer Chose la qu'on clé. peut facilement automatiser. Or, ce sont ces opérations-là qui sont déjà faites par l'IA. Et donc, il y a une chute de recrutement chez drastique. les jeunes. Et quand on voit les modèles, là, je m'adresse aux gens du RH, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le novice, l'apprenti, puis il y a le performant, puis il y a le compétent, et puis il y a l'expert. On passe sa vie à arriver au grade d'expert. Toute une vie. À présent, les deux premiers échelons ont disparu. Il n'y a plus d'apprenti, il n'y a pas de novice. Et on demande des expériences déjà qu'avant, on demandait expérience 2 ans. De quelques années. Un peu plus. Alors, essayez de trouver maintenant un stagiaire, si vous avez un ami. C'est plus dur qu'avant. Phénomène encore plus nouveau, maintenant nous sommes en train de recevoir des stagiaires français. Avant-hier, il y a un Français qui a trouvé une place de soudeur, fait Bebsadoun, parce qu'il ne pouvait pas trouver la même place en France. Et bientôt, nous n'aurons plus de place ni pour eux ni pour nous.
Les jeunes qui sont en train d'aller en France et ailleurs pour trouver de l'emploi vont rester chez nous. Et donc la pression va augmenter, va doubler. C'est ça les effets qui m'intéressent. Des choses. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ces Gen Z? Gen Z que nous n'arriverons pas, que nous n'arriverons pas à placer. Ce qui se passera, c'est que les entreprises vont être privées de ce son nouveau. Le travail qui était fait par eux est maintenant soit fait par l'IA, soit par ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Il n'y aura pas de recrutement. Il n'y aura pas de recrutement et ceux qui sont dans l'entreprise vont faire plus vite ce qu'ils font déjà et ça, nous le savons, ça a pour effet d'augmenter le travail. Et donc, ils vont être épuisés avant l'heure. Oui. Ce que je vois là, moi, c'est des entreprises qui sont comme des bougies qui brûlent par les deux bouts. À l'entrée, il n'y a personne. À la sortie, il y a des gens qui sont en train d'être épuisés. Même qu'on appelle ça cognitive offloading ou le délestement cognitif, si vous voulez. Des gens qui, à force d'utiliser la technologie, oublient leurs compétences. Un peu comme ça nous est arrivé avec les numéros de téléphone de nos parents qu'on oublie maintenant parce qu'ils sont tous parce qu'ils sont dans la base. Hein. On n'a pas machines. besoin de Voilà. mémoriser tout ça. Hein. Donc il y a le never skilling, les jeunes qui vont jamais apprendre Nevers. Ils vont sortir de l'université, on leur apprend que ce qui est explicite, que ce qui est. Mais la connaissance tacite, celle qu'ils apprennent, qu'ils acquièrent dans les stages, celle-là, ils auront où? Et Gen Z ne sont pas connus pour apprendre tout seuls. Non. Même s'ils ont, il y a des podcasts, des YouTube, etc. Ça, c'est le never skilling. Et ceux qui sont dans l'entreprise vont souffrir de ce que nous appelons maintenant le de-skilling, c'est-à-dire les pertes de compétences, ou le délestement cognitif. Et donc, des deux côtés, nous ne savons pas comment gérer cette situation et nous pouvons déjà voir les prémices des conséquences de ce qui est. Heureusement, pas encore en Tunisie. Et en fait, ça paye. Le retard paye. Ça paye. Et puis, si nous voulons voir le futur et l'avenir, nous regardons du côté de l'Ouest et nous avons le temps de nous préparer, j'espère. Nous espérons tous, en tout cas, nous avons pris plus de 30 minutes, cher Mohamed Louedi, pour parler de l'IA. Oh, désolé. Surtout une belle histoire que vous nous avez racontée, l'immédiateté, et puis vos préoccupations, vos recommandations. Un dernier mot peut-être? Gardons l'espoir. L'espoir, c'est dans les jeunes. Nous allons voir comment ils vont réagir à cela. J'ai la chance de les côtoyer. Ils me remplissent une salle toutes les semaines. Et c'est peut-être à eux de nous dire comment gérer cela. Parce qu'ils ont leur manière à eux de voir les choses. Oui. Écoutons-les. Écoutons les jeunes. Je appuie fortement cette recommandation de notre invité aujourd'hui qui nous a fait l'avantage d'être des nôtres au Studio 1. Mohamed Louedi, encore une fois, merci beaucoup. Mais c'est moi. Et puis, à très bientôt. Peut-être pas pour parler d'IA, hein, mais je vous laisse le soin de choisir, comme d'habitude, le sujet que vous souhaiterez aborder. Moi, je vais vous proposer quelqu'un qui va être là au Festival de Jazz à Tabarka. C'est Didi Bridgewater. La grande Didi Bridgewater qui sera là le mardi 7 juillet, qui assurera la soirée au Théâtre de la Mer dans le cadre de la reprise du Jazz à Tabarka. On va l'écouter avec le grand Ray Charles dans Precious Thing. Merci.